Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en direct de Montreux, donc il y aura peut-être des bruits un petit peu autour de nous, avec mon amie Céline Fauche, qui est mon invitée du jour. Merci Céline de venir. Bonjour Claire. Mais écoute, je suis très heureuse d'être là. J'ai voulu faire intervenir Céline dans cet épisode parce que elle a quelque chose de très atypique dans l'entrepreneuriat. D'abord, il y a son parcours et on va revenir dessus. Et aussi, on peut avoir dans nos sociétés actuelles une image très young de l'entrepreneuriat, très extravertie, très on passe à l'action, etc. Et l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas que ça, et c'est pas que des gens comme ça. Moi, je fais d'ailleurs fondamentalement pas trop partie non plus de cette catégorie d'entrepreneurs qui sont très « ouais, vas-y, on y va, on passe à l'action », tout ça. Et Céline non plus. Elle a une particularité, c'est qu'elle fait partie de ces entrepreneurs qui, a priori, on s'imagine pas trop, en fait, des personnes qui sont plutôt à tendance introvertie. Aller voir vraiment bloomer, comment on dit en français bloomer, éclore dans l'entrepreneuriat comme ça. Et moi, t'as un parcours que j'admire profondément, et t'apportes une profondeur et une subtilité particulière à l'entrepreneuriat et à la façon dont tu accompagnes toi aussi, puisque tu fais divers accompagnements. On va en parler juste après. Donc je voudrais qu'on explore ça ensemble. Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu arrives à faire vraiment une force et une grande puissance des qualités que toi tu as, qui sont peut-être différentes de classiquement ce qu'on voit dans les entrepreneurs, pour avancer. Ok, donc 2 grandes questions. Ouais, ça fait 2. Donc la première, le parcours. Moi, je viens d'une famille de salariés. Mes amis étaient salariés, mes collègues étaient salariés et j'étais salariée pendant 23 ans. Je travaillais dans la finance et je crois que rien ne me prédisposait à l'entrepreneuriat. Si ce n'est que j'étais toujours très attentive quand je voyais des gens qui créaient, toujours aimé l'approche marketing ou en tout cas les marques. Voilà, quelqu'un qui ouvrait un restaurant par exemple. Ça m'intéressait, tu vois. Mais sinon, voilà. Et j'ai été très contente de mon activité salariée. Et puis à un moment donné, je me suis épuisée. Et mon corps a lâché. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je ne peux plus faire comme avant. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et j'avais 47 ans. Et qu'est-ce qui t'épuisait ? Le stress, les sollicitations, et le fait que j'arrivais plus à m'extraire en fait de l'entreprise, parce que nouveaux projets, parce que en fait il y a tout un tas de systèmes de validation et en fait on devient indispensable à l'organisation. Il y a besoin d'être tout le temps présente. Et toi, tu étais contrôleur de gestion, hein, c'est ça ? Oui, j'étais dans l'industrie. Donc comme ça, on peut mettre un peu une image aussi. C'est Donc on imagine Céline, contrôleur de gestion dans l'industrie, donc un poste de cadre, qui est quand même à haute responsabilité dans ce genre d'entreprise. Et donc tu avais la sensation d'être surstimulée, c'est ça, et d'avoir besoin d'être tout le temps présente. Surstimulée, fatiguée, et puis aussi en fait, on devient exécutante, c'est-à-dire on exécute une stratégie, Ouais. On forme les gens sur des nouveaux outils, et en fait, il y avait toute une partie de moi en fait qui s'était appauvrie dans la partie création. Ouais. Mais je n'en avais pas encore conscience à l'époque. Ouais. Mais en tout cas, je me sentais très vide à l'intérieur, plus d'énergie et puis fatiguée. C'est parce qu'on nous demandait plus d'activer cette partie plus innovante, créative, de faire plus de propositions et qu'on te demandait juste d'exécuter des trucs qu'on avait déjà décidés en fait. Oui. T'as plus de pouvoir de proposer, de libre arbitre fondamentalement. Non, il y a une stratégie il y a une stratégie groupe qui après redescend et toi tu es là pour la porter en fait. Ok, ouais.
Et chaque niveau dans la hiérarchie, en fait, est là pour la porter. Ouais. C'est le fonctionnement, tu vois, d'une entreprise, quoi. Ouais. Enfin, de celle dans laquelle tu étais. Oui, d'un grand groupe. Ouais. En fait, un grand groupe fonctionne de manière... Et après, tu peux avoir des micro-initiatives pour pouvoir créer des petites choses à l'intérieur de ces grandes stratégies. Toi, il y a quand même des choses qui sont possibles. Ok. Donc toi, épuisement, quoi. Ouais, épuisement. Il y a eu un point de déclencheur, c'est que en fait, il y avait 7 usines en France. Moi, j'étais responsable de 3 pour la partie contrôle de gestion, mon collègue de 4. Et mon collègue a donné sa démission. Ouais. Et en fait, ça a été ça le point déclencheur pour moi. C'est que mon collègue avec qui je m'entendais très bien est parti. Et je me suis retrouvée seule, déjà avec les 7 usines à gérer pendant la transition. Et aussi, c'est ce qui a créé le point de rupture. C'est-à-dire que là où je me sentais, il y avait un point d'appui qui faisait que ce collègue-là avec qui on s'entendait très bien, tu vois, ça faisait que ça continuait à durer. Et le fait qu'il soit parti, en fait, ça a précipité aussi mon départ à moi. Ouais. C'est toujours intéressant pour moi d'aller regarder, en fait, c'est quoi ce qui a déclenché. Ouais. Et en fait, c'est ça. Pour moi, c'est une des choses qui a vraiment déclenché, c'est le départ de ce collègue. On a l'impression que c'est anecdotique, tu vois, mais en fait, ça l'a pas été. Non, c'est comme l'effet papillon ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. C'est le petit truc en plus qui change complètement l'équilibre des choses. Ouais. Et qui du coup oblige à se remettre en mouvement d'une certaine manière. Ouais. Et donc, 2 ans avant, je m'étais formée en tant que coach. Donc en fait, ça faisait au moins 5 ans que j'étais en questionnement professionnel. Je ne voyais pas d'issue en fait. Ouais. Je n'arrivais pas à me projeter autrement. Je n'arrivais pas à me projeter ailleurs. Pas du tout dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Mais je sentais que je n'arrivais pas à me projeter non plus dans le même métier 5 ans après. D'accord. Et donc pendant longtemps, je me suis retrouvée un peu enfermée en fait dans ce questionnement avec ce truc qui tournait en boucle. Ouais. Mais j'ai envie de changer de job, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par quel bout prendre le truc, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui fait que tu es devenue entrepreneur? Moi j'ai trop envie de savoir parce que je connais même pas cette partie de ton histoire. Du coup, je suis un peu rentrée dans le développement personnel. J'ai fait quelques séminaires et je me suis formée en tant que coach en 2018 en continuant de travailler, en prenant sur mes jours de congé. Et je l'ai fait pour moi en fait, dans le but de rencontrer d'autres personnes, de me former, de comprendre aussi comment je fonctionnais. Après, j'ai continué et puis en 2019, j'ai commencé à me dire tiens, je pourrais peut-être faire un atelier par trimestre. Donc j'ai commencé comme ça et puis j'ai demandé un temps partiel. Et ça, le temps partiel, ça a été vraiment un point, ça a été une catastrophe parce que ça s'est pas bien passé. J'aime bien. Parce que du coup, au lieu déjà que j'étais surchargée, au lieu de travailler sur 5 jours, en fait, je faisais la même chose sur 4 jours. Ouais. Donc en fait, c'était pas une vraie solution, mais ça m'a aidé à me positionner. Ça m'a aidé en fait à me positionner, à dire à ma hiérarchie, j'ai un autre projet. Et en fait, moi, ça m'a aidé aussi vraiment dans la clarté, de dire, c'était une porte que j'ouvrais. Ouais. Et donc au bout de 3 mois, je dis non, en fait, je reviens en arrière, je veux pas de ce temps partiel. Et t'es revenue à temps plein? Je suis revenue à temps plein. Ok. Ouais. Et puis j'ai demandé une rupture conventionnelle, elle a été acceptée 7 mois après. Et fin 2020, en fait, je sortais de l'entreprise. Au moment du Covid? Au moment du Covid, ouais. Fin 2020, le Covid c'était quoi? 2021? 2020. Ah oui, donc c'était en plein, vraiment après les grosses périodes de confinement de Covid. Qu'est-ce qui t'a poussé à oser prendre ce risque de quitter ton CDI pour arriver... pour te lancer vraiment, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu disais l'entrepreneuriat pendant tout ce temps-là, j'y pensais même pas. Qu'est-ce qui fait que finalement tu y as pensé quand même? Déjà le fait que je suis partie un peu en pertes et fracas. Et donc c'est pas une décision courageuse. Tu sais, des fois on me dit t'as pris une décision courageuse quand même à 50 ans, toi avec 3 enfants en âge de faire des études. Non, en fait je pouvais juste pas continuer à travailler comme je travaillais avant. Donc en fait, il n'y avait aucun courage. C'était juste le fait de dire, en fait, stop, j'ai envie de créer autre chose. D'accord. Et donc il y a eu ce point-là, de dire, en fait, ça ne me convient plus de faire ça, j'ai envie de tester autre chose.
Et comme j'avais fait des ateliers une fois par trimestre de réinvention professionnelle, Ouais. Je me suis dit ok, je vais faire ça. Et du coup, je me suis dit je vais faire ça. Mais au moment où je l'ai fait, je crois que j'ai pas vraiment perçu que c'était vraiment de l'entrepreneuriat et tout ce que ça impliquait derrière. Ouais. Toi, c'est venu après. Mais j'ai eu envie de se dire mais oui, en fait, j'adore ça. Et au moment où je l'ai fait, au moment où je me suis lancée, là, ça a été une révélation, vraiment. Là, j'ai vu que en fait, tout ce qui était enfui depuis longtemps, je me suis sentie en fait créative. Ouais, bah oui. Je pouvais revenir à mon rythme, à mon propre rythme, alors que ça faisait des années en fait que je me forçais à travailler à un rythme qui était beaucoup plus rapide que le mien. Et du coup, je suis revenue à mon propre rythme. Je suis revenue avec plus de temps pour moi, pour bouger. Je me suis rendu compte qu'en fait, être sédentaire, ça m'allait pas. Ça me faisait baisser mon niveau d'énergie et qu'aller marcher dehors, pieds nus, au bord de la mer, c'était... Et donc, toutes ces petites choses-là, en fait, ont fait que dès que je suis devenue entrepreneur et que j'ai corrigé mon style de vie, tu vois, je me suis sentie vraiment très, très bien. Pour revenir à plus de respect de toi, en fait. Oui. De ton rythme, de ton énergie à toi. Oui. Okay. Ce qui est intéressant aussi que tu dis, c'est que l'entrepreneuriat, du coup, c'est venu un peu comme un passage obligatoire pour soutenir quelque chose que tu avais vraiment envie de faire, quoi. Oui. C'est pas juste je veux monter une boîte parce que je veux je sais pas, de la liberté, de l'argent. C'est non, en fait, j'ai un truc qui me passionne vraiment et le seul moyen de pouvoir passer du temps à faire ça, c'est de monter une boîte. Ouais. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, en fait, quand on regarde les histoires des entrepreneurs, je trouve qu'il y a énormément d'entrepreneurs. Je sais pas, on se fait un monde en disant il y a des gens, ils sont faits pour l'entrepreneuriat ou ils sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Moi, je suis fondamentalement convaincue qu'on peut tous créer une boîte et gagner de l'argent avec ça. C'est un des plus vieux métiers du monde, avec un autre, mais on le taira. Ouais. Et après, ce qui fondamentalement motive vraiment à se dire je vais passer par là quand même, c'est que ça devient un levier qui soutient quelque chose de plus grand encore. Même parfois de plus grand que nous, ça nous dépasse. Et toi, je sens que tu as ce truc aussi qui te dépasse de ces appels de transmission, de ces appels de vision en fait qui sont tellement présents en toi que faut que ça sorte et que tu le transmettes. Ouais. Mais je crois que la transmission, c'est vraiment le sens de la vie. Mais au début, quand je me suis lancée, je ne sais pas si j'avais conscience de ça. Au début, quand je me suis lancée, j'étais vraiment dans ok, j'ai mes 10 clientes. Voilà. C'était vraiment mon petit monde. Et j'étais coach. Ouais. J'étais pas encore dans la création d'entreprise. J'étais pas dans un modèle économique. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, à poser. C'est que ça se crée vraiment itération par itération. Ouais. Et que c'est aussi prendre le temps. Et moi, l'entreprise, j'ai l'impression que tous les 3 mois, elle se transforme, quoi. Ouais. Et en fait, mon entreprise, depuis 2020, tous les 3-6 mois, elle change. En fait, c'est pas statique. Ouais. Moi, j'aime bien un modèle économique qui soit vivant, en fait. Et qui soit vraiment aligné. Et du coup, ça permet de... Ouais, ça enferme pas, quoi, tout simplement. Et on parlait d'introversion. Toi, tu Ouais. considères... Est-ce que tu te considères comme une personne introvertie ? Et qu'est-ce que ça veut dire être introverti ? Et comment toi, tu te vois fonctionner ? Ouais, ça, c'est un gros sujet. Ouais. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Oh, punaise. Moi, je me considère comme introvertie. Pour moi, l'introverti, c'est juste le fait qu'en tant que petit humain, on a besoin de recharger ses batteries. Et que moi, je recharge mes batteries quand je suis seule, quand je suis dans la nature. Et que dès qu'il y a beaucoup d'interactions, en fait, ça me vide de mon énergie. Okay. Quelqu'un qui va être extraverti, à l'inverse, pour recharger ses batteries, il va aller là où il y a du monde, de l'interaction, du bruit, de la musique. Et ça va le nourrir. Okay. Donc ça, c'est la partie
introvertie. Mais le problème, c'est que moi, l'introvertie, c'est aussi autre chose. Il y avait aussi une autre histoire que je me racontais à côté. Il y a aussi le fait d'être de la timidité aussi, qui est autre chose. Oui, qui n'est pas la même chose que l'introversion. Qui n'est pas la même chose. Le fait d'être effacé, le fait de ne pas être assez affirmé. Et au final, en fait, cette espèce de grand truc-là, c'était ce que je n'aimais pas de moi. Et quand je me suis lancée entrepreneur, quand j'ai lancé mon activité, je me suis dit, mais est-ce que je peux vraiment développer une activité avec ce truc-là ? Ouais. Et ça a vraiment été une des questions, une des vraies questions que je me suis posée et que je continue toujours à me poser en fait. Comment en fait, dans une société qui aime le bruit, qui aime la démonstration, qui aime les gens qui sont affirmés, comment en fait on peut, soit en se respectant, développer un modèle d'entreprise autrement. Qu'est-ce que tu as trouvé comme clé ? Qu'est-ce que toi tu as mis en place pour pouvoir faire ça ? En regardant maintenant avec le recul, parce que parfois on fait des trucs, on a l'impression de bricoler, de pas trop savoir ce qu'on fait, et puis après quand on regarde en arrière, on se dit ça c'était pas mal quand même, ce truc-là. Ou alors on se dit j'ai testé ce truc-là et vraiment je vous conseille pas. C'était une grosse boulette. Qu'est-ce que tu auras envie de partager à quelqu'un qui écoute là, qui se reconnaît dans ce que toi tu décris de ta façon à toi de vivre l'introversion ou je sais même pas si t'as dit que tu te considérais comme timide ou pas ? Oui, il y a vraiment de la timidité. Déjà, il y a deux choses. Il y a l'écriture. Moi, j'avais jamais été sur les réseaux sociaux. Quand on est salarié, en tout cas, voilà, j'avais même pas de profil Facebook. Et donc, je me suis mise à écrire. Et je me suis mise à écrire tous les jours. Et en fait, j'ai vu à quel point c'était facile, en fait, d'écrire. Et c'est facile aussi pour quelqu'un qui a de la profondeur. Donc souvent l'introversion en fait c'est quelqu'un qui est tourné vers l'intérieur. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a une conscience aussi de ce qui se joue à l'intérieur de soi et une certaine profondeur des choses. Et donc ça souvent on ne voit pas cette richesse-là, mais on voit juste le manque qu'il y a quand on est en société et qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Ouais. Et donc quand j'ai commencé à écrire sur les réseaux sociaux, à partager ma vision, j'ai vu qu'en fait, il y avait un espace qui était facile pour moi. Ouais. C'est que je pouvais écrire, je pouvais partager ma vision des choses, je pouvais partager la vision de mon entreprise. J'écrivais tous les jours. Puis je me suis dit, c'est fou, quoi. Et ça marche bien d'un point de vue de la connexion avec les autres. De parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pas comme une vérité absolue, mais juste ouvrir une porte de l'intimité qu'on a. Ça demande de faire un énorme effort d'un point de vue de la vulnérabilité, d'oser montrer son intériorité, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour créer du lien. Oui, et il y a aussi les mots du faire, donc ceux-là qu'on entend beaucoup, voilà comment on va faire pour créer ce modèle d'entreprise, voilà comment on va créer notre feuille de route, et il y a aussi les mots de l'être. Ouais. Et moi je crois que quand on est tourné vers l'intérieur, on a aussi cette capacité à poser les mots de l'être. Ouais. Et ça tombe bien, on est des êtres vivants, on n'est pas des fers vivants. Voilà, et du coup j'ai vu aussi qu'il y avait, que ça intéressait et ça créait de vraies résonances, le fait de poser ces mots de l'être. Ouais. Donc ça c'est une des premières choses, du coup c'est un peu cette richesse de l'introversion qu'on a tous quelque part. On a tous cette profondeur qui est plus ou moins nourrie ou pas. Après, il y avait aussi la vidéo. Ouais. Moi, la vidéo m'a énormément... donc, j'ai décidé de faire pendant tout le confinement, à 8h30 tous les matins, je me souviens. Je me faisais un live sur Instagram. J'en ai fait 90 et tous les matins, j'avais peur. J'étais fou. Et en fait, c'était comme si je mettais ma carte de pointage. Ouais. En fait, du coup, je m'habillais, je me maquillais, comme quand j'étais en entreprise. En fait, je continuais exactement pareil. Mes enfants partaient au lycée. Moi, j'arrivais, 8h30, je faisais le truc. Et là, j'ai vu aussi que... alors, c'est sûr que j'avais peur, ça demande à s'approprier, c'est quand même nouveau. J'ai vu que c'était quand même plus facile pour moi de parler à un écran, avec des gens qui sont derrière, que quand je suis dans un groupe, avec des personnes qui sont autour de moi.
En vrai, en physique, quoi. En vrai, en physique. En fait, ça me fatiguait moins. Ouais. En termes de déperdition d'énergie, c'était pas la même chose. Ouais. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même. Et donc, je me suis dit, en fait, si je mixe le live avec les mots de lettres, peut-être que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ouais. Et effectivement, ça a donné quelque chose de très intéressant. Et du coup, c'est aussi de se dire, ça veut dire qu'avec un modèle d'introverti, même si je ne suis pas encore capable d'aimer pleinement cette partie-là, je peux quand même commencer à l'utiliser pour créer des partages autour d'une vision et puis de voir, pour mettre de la conscience sur ce qui se joue en soi quand on est en train de développer son entreprise, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant en conclusion de ce que tu viens de dire, en tout cas de ce à quoi moi je repars comme pépite, c'est que au lieu d'aller regarder tout ce qu'on n'est pas, c'est très intéressant d'aller regarder tout ce qu'on est, même si on pense que c'est trop. On est trop introverti, on est trop ceci, trop cela. Bah, utilisons ce trop en fait. Aussi, et voyons juste ce que ça donne. 2, se respecter soi-même. Avoir une vraie écologie personnelle et se respecter soi-même. Et 3, à l'ère où tout va très vite. Où on a des réseaux sociaux qui nous envoient plein de vidéos très courtes, où on est surstimulé de plein de choses, avoir quelqu'un qui se positionne avec prendre le temps de s'écouter, de revenir à l'intériorité, de revenir à l'être, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien et ça détonne complètement. Moi, quand je te vois passer sur mes réseaux sociaux, tu détonnes complètement de tout ce que je vois passer d'autres. Tout d'un coup, quand je te vois, ça me ramène à un état de calme intérieur. T'arrives avec une voix qui est posée, t'arrives avec des formats qui sont plutôt longs, alors qu'on est sur une plateforme, en tout cas, moi je te vois passer sur Instagram, on est sur une plateforme qui est plutôt à l'ère du short, tu vois. Tu n'utilises pas les reels de la même manière que les autres. Quand on voit un reel arriver de toi, on voit un reel où tu parles posément et calmement. On voit des textes qui sont plutôt longs. Ou encore des vidéos, je sais pas si tu les fais en live ou si tu les postes après, mais en tout cas des vidéos qui sont des formats longs, et tu arrives à utiliser un format très court et expéditif à la base pour revenir à un positionnement qui est très différenciant en fait. Ce qui fait que on parlait des perroquets, sans être un perroquet qui vient faire le clown sur les réseaux sociaux, on te remarque par le fait que tu détonnes de ce qui se passe habituellement, et en faisant quoi, juste en exprimant ce qui est déjà là présent chez toi. Et moi je trouve ça fabuleux. Ça sert à rien de faire comme les autres, quoi. Ouais, et c'est vraiment un chemin, quoi. Et ça vient vraiment chercher l'acceptation de soi, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à changer. C'est ça aussi qui est intéressant, qui est important à dire, c'est il n'y a rien à changer dans qui on est. Il y a déjà accepté. Parce qu'à partir du moment où on a accepté, il y a aussi toute une richesse dans ces parties-là. Et on ne peut pas faire avec ce qu'on n'est pas. Donc déjà, acceptons qui on est et allons voir ce qu'on peut proposer à partir de ça. Et c'est là qu'on peut proposer quelque chose qui va être plus unique, plus spécifique en fait. Ouais. Mais ça demande de s'aimer. Ça demande c'est un chemin. Ouais. Qui n'est pas un chemin égotique. Non. Comment tu définis l'amour de soi, toi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même dans le développement personnel, on en parlait aussi, ça peut être un vrai gros chemin égotique. Tu t'occupes de toi, t'es centré sur toi. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre à s'aimer sans apprendre à se regarder le nombril, tu vois ? Déjà, c'est dans l'intention. Pour moi, l'intention, c'est d'apprendre à m'aimer pour mieux aimer les autres. Ouais. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais à soi. Ouais. Et moi, l'idée, c'est toujours, je veux apprendre à mieux m'aimer pour apprendre à mieux aimer mes enfants. Ouais. Je veux apprendre à mieux me respecter, pour pouvoir transmettre ça à mes enfants. Et donc, du coup, à mes enfants, à mes clients, à mon frère, à toi, à tous les gens, entourage proche ou pas. Et donc, l'idée, elle est là, quoi. Elle est vraiment c'est jamais que pour soi qu'on le fait, en fait. Ouais. C'est toujours pour quelque chose de plus grand. Ouais. Donc ça, déjà, c'est une intention qui, pour moi, fait la différence. Moi, je suis d'accord avec toi.
En conclusion de ce podcast, j'ai une question que je pose à tout le monde. C'est quoi pour toi la stratégie du bonheur, Céline ? La stratégie du T'as bonheur. 4 heures aussi. Déjà, est-ce que c'est une stratégie ? Je ne suis pas sûre. Je ne le définirais pas comme une stratégie. Pour moi, le bonheur, c'est un peu un état, en fait. C'est un état d'être. Et moi, je l'approcherais avec le mot acceptation. Donc, en fait, acceptation de ce qui est. Et il y a des choses que je ne suis pas en capacité d'accepter. Et il y a des choses qui est normal que je n'accepte pas. Et puis, il y a toutes les choses que je peux accepter. Et donc, pour moi, dans cette stratégie du bonheur, en fait, c'est d'accepter pour être moins en résistance. Et pour aussi mettre une limite claire dans ce que je ne dois pas accepter. Donc, du coup, ça, c'est très clair. Il y a ça que je ne dois pas accepter, ça ne me convient plus. Je pose mes limites, je les enlève. Et puis, il y a tout le reste, en fait. J'accepte et du coup, je suis en paix avec ça. Et pour moi, l'idée du bonheur, c'est aussi une idée de paix à l'intérieur. Merci Céline. Où est-ce qu'on te retrouve, Céline ? Et c'est quoi tes actualités du moment ? Qu'est-ce que tu proposes ? Parce que c'est hyper palpitant, il faut absolument aller voir. Donc moi, j'organise des expériences, on va dire. Des expériences qui permettent à chacun de s'explorer. Donc là, moi j'habite au Maroc. Donc en juin, on a une première immersion au Maroc qui s'appelle l'immersion Align. Et l'idée, c'est de camper pendant 4 jours, d'être en bivouac sur la plage à proximité de l'océan, là où il y a des grosses vagues, d'être au contact des éléments, au contact de la nature et de pouvoir faire vivre les éléments en fait à l'intérieur de soi. Pour se réaligner, pour se ressourcer, pour écouter son corps. Donc ça, c'est une première. Et puis après, à l'automne, donc en octobre, il y a le désert. Donc silence et désert, qui est vraiment ce que j'aime vraiment proposer, quoi. Donc là, c'est vraiment une expérience où chacun se plonge dans son silence intérieur, dans le désert. Et ça crée un cocktail qui est un peu magique. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir aller s'écouter soi, se rencontrer dans toutes ces parts et dans toutes ces parties de soi qu'on n'arrive pas à écouter dans le brouhaha de nos quotidiens. Et c'est vraiment de pouvoir remettre de l'intensité à l'intérieur. Parce que du coup, c'est une expérience qui est quand même vraiment intense, d'être comme ça dans le désert, de suivre les chameaux, de marcher, de vivre au rythme du soleil. Comme un nomade, il y a vraiment, on ressent la vie circuler. Il y a vraiment quelque chose qui est très intense. Et donc, c'est ça, c'est déjà d'aller refaire circuler cette intensité à l'intérieur de soi. Et pour moi, l'intensité, c'est celle qui ouvre tous les passages. C'est la vie. C'est la vie qui revient. C'est ça, c'est la vie qui revient. Et c'est mettre de la conscience sur cette vie qui est là à l'intérieur. Toi, j'en ai des frissons. Moi aussi. Ouais. Merci Céline. On te retrouve où sinon au niveau site internet, réseaux sociaux, si on veut te contacter, découvrir ton univers, tes écrits? Donc sur Facebook, mon profil personnel Céline Fauche, mon compte Instagram Céline Fauche au-delà des mots, et je suis présente aussi sur LinkedIn Céline Fauche. Top. Merci beaucoup Céline. Plaisir.